Alexandre Boisson, bonjour. Vous êtes ancien policier, ancien membre du groupe de sécurité du président de la République. Vous l'avez été de 2002 à 2011 sous les présidences Chirac et Sarkozy. Et vous avez donc côtoyé pendant un certain nombre d'années, j'allais dire, les hautes sphères du pouvoir et de la sécurité. Et vous êtes, on en parlera tout à l'heure, vous êtes vice-président de SOS Mer. Ma première question s'adresse, Alexandre Boisson, à notamment l'ancien policier. Quelle lecture vous faites aujourd'hui des émeutes qui viennent de se dérouler en France ? Pour moi, c'est l'expression du vivre ensemble, c'est compliqué. Alors, vous avez cité mon parcours brièvement de policier, mais j'ai aussi été policier de proximité. La police de proximité, c'était... La BAC. Non, la BAC, c'est un rôle beaucoup plus répressif, parce qu'en général, la BAC, enfin moi celle que j'ai connue, la BAC Nuit 75, dans les années 2000, c'était un rôle répressif. La police de proximité, c'était beaucoup plus intéressant pour le renseignement, dans le sens où on avait un rôle plutôt préventif dans les quartiers dits sensibles, et où on était au contact des populations qui vivent des conditions de vie particulières, la plupart, qui sont aux prises avec ces populations qui sont aux prises avec une culture du rejet du pays, cette culture du rejet de la France, sert le business de l'illégal, les trafics. Et en fin de compte... On peut le dire comme ça. Oui, clairement. Parce qu'effectivement, c'est un vrai business. Retirer les milliards d'euros de l'illégal et vous avez encore plus de précarité. Il ne faut pas se mentir là-dessus. Donc les trafics servent à maintenir à un niveau de confort certaines franges de la population qui sont très solidaires de fait, parce que dans leur contexte social, s'il n'y a pas la solidarité, c'est encore plus de souffrance. Et dans certains quartiers difficiles, il est évident que les populations, en tout cas moi celle que j'ai connue à l'époque de la police de proximité, donc c'était 94, ça remonte, elle était contente d'avoir une présence policière qui soit celle de la main tendue. Bon, tout ça a été balayé du revers de la main par Sarkozy, mais ceux qui ont le plus perdu, c'est le renseignement, parce qu'il est important d'arrêter avec cette confusion du renseignement qui serait uniquement des gens qui cherchent des policiers qui cherchent à se renseigner pour aller contre les intérêts des citoyens. C'est avant tout, la police, c'est un rôle de régulateur, et le renseignement, c'est par exemple, si on se replace dans le contexte, c'est cette maman qui vient vous voir dans le quartier, qui dit, écoutez, mon fils, ça va pas bien, il est en train de mal tourner. Ça, c'est du renseignement. C'est du renseignement que reçoit le policier, et le policier de proximité, aller au contact parfois du gamin pour comprendre. Alors, c'est vrai que le rôle du policier, c'est peut-être pas d'être Véronique Jeannot, je sais pas, pour ceux qui connaissent encore, ils ont mon âge, pause café, donc assistante sociale, mais c'est avant tout le rôle de policier, c'est un rôle social. Tous ceux qui pensent que tous les flics sont des fachos, ils se trompent. On ne rentre pas dans la police pour tabasser des gens. Enfin, jusqu'à un certain moment, c'était comme ça. Pourtant, Alexandre Boisson, lorsque nous avons préparé cet entretien et cette rencontre avec vous, et je vous en remercie beaucoup, vous avez eu des mots très, très durs avec moi au téléphone quand il s'agit encore une fois, de faire une lecture des violences policières. Vous avez utilisé des mots particulièrement durs en parlant voilà, ce sont tous des policiers. Moi, un policier obéit à la loi. Point. Donc, au-delà de cette limite, on n'a pas des policiers. On a des gens qui sont à la dérive et qu'il faut recadrer. Donc des policiers que l'on voit avec je sais pas comment ça s'appelle, des matraques, taper sur des gens, ce ne sont pas, selon vous, pour vous, des policiers. Ça dépend du contexte. Vous savez, moi j'ai été à la BAC Nuit, donc c'est toujours facile d'isoler des images à un moment et de dire, écoutez, regardez, c'est des fous qui tabassent les gens, voilà. Notre métier, en tout cas moi quand j'étais à la BAC, est encadré par la loi. C'est-à-dire qu'à la base, quand vous faites une intervention, vous avez intérêt, à cette époque-là, vous aviez intérêt à rester dans le cadre légal. Sans quoi,
à l'issue de votre vacation, moi je travaillais de nuit, le lendemain vous alliez au bœuf-carotte. Vous alliez être confronté à ce qui vous rappelait, vous, en tant que policier, à la loi. C'est quoi le bœuf-carotte pour les non-initiés? L'inspection générale de la police nationale, enfin, ça s'appelait comme ça. Donc c'est ceux qui contrôlent les policiers. Mais comme le dit très bien Alexandre Langlois, c'est la police qui enquête sur la police. Et depuis certaines années, on voit bien que la violence, mais illégitime, parce qu'il y a une violence qui est légitime aussi, c'est-à-dire que quand vous devez faire face à une situation qui nécessite une violence dite nécessaire, c'est-à-dire voilà, vous devez combattre quelqu'un qui bat, là quand vous excédez ça, on n'est plus dans des violences légitimes, c'est-à-dire que vous ne faites plus stopper une infraction, vous matez des populations. Et quand vous matez des populations, on arrive au niveau zéro de la sécurité, c'est-à-dire que vous n'avez que des gens qui sont en rage, et quand vous avez plus que des personnes qui sont en rage, plus vous rajoutez de la rage à la rage, et plus ça devient insurrectionnel. C'est ce qui s'est passé lors des émeutes récentes? À partir du moment où vous n'avez plus de dialogue entre les personnes, on fait une France en silos. Silos communautaires, différents silos, des gens qui se rassemblent et qui s'engrainent ensemble. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez une France qui n'a plus comme seul liant que le billet de banque, la monnaie qui s'échange entre les silos. Par exemple, on sait très bien que entre le 16e arrondissement de Paris, grand consommateur de stupéfiants, et certaines cités françaises, il y a un lien, c'est qu'on s'échange des stupéfiants. Mais c'est le seul lien. Plus vous engrainez les populations, moins vous leur donnez l'image d'institutions justes. Plus vous créez un climat insurrectionnel où les gens deviennent de plus en plus violents. C'est-à-dire que les flics entre eux se disent on est seuls contre tous. La population qui veut manifester pour revendiquer ses droits se dit mais de toute façon on va avoir des fous furieux face à nous et donc nous avons intérêt à nous battre aussi. Et puis il y a aussi, on l'a vu lors des émeutes dernières, c'est-à-dire qu'il y a ce qui nous éduque à la société, c'est-à-dire ce qui nous éduque à la société, c'est pas seulement l'école, c'est pas seulement nos parents, c'est aussi le commerce, c'est aussi la publicité, c'est ce qu'on voit sur les écrans, qui crée énormément de frustration chez les jeunes, mais aussi chez leurs parents. Et il y a des gens qui s'étonnent de voir des mamans qui, lors des émeutes, vont aller récupérer tout ce qu'elles ne peuvent pas s'acheter en temps normal. Il ne faut pas s'étonner de ça. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un vrai problème de société, c'est-à-dire qu'il y a des lois, elles ne sont pas respectées, chacun fait un peu ce qu'il veut, on utilise la force publique comme une très grosse force publique pour mater des contestations sociales qui demandent du dialogue et non pas de la violence. Donc on ne va pas vers quelque chose de beau. On va plutôt vers beaucoup de crispation, voire un effondrement. Pour résumer, Alexandre Boisson, les émeutes récentes qui viennent de se produire, particulièrement violentes en France, la faute à qui? La faute à tout le monde. La faute à tout le monde, c'est-à-dire que tant que nous ne prenons pas la mesure du destin que nous voulons construire, ou plutôt l'existence que nous voulons construire à l'échelle commune, sans parler de communisme, mais simplement, c'est tant qu'on ne décide pas de la société telle que nous la désirons, nous allons droit dans le mur. Et pourquoi on va droit dans le mur? Parce que nous avons certes une constitution, nous avons des représentants du peuple élus à travers les élections, mais personne ne s'intéresse à qui les conseille, par exemple, ces représentants du peuple. Donc vous pouvez avoir peut-être des gens très vertueux au début, mais si les conseillers, eux, ne le sont pas, vous ne le savez pas. Je renvoie à la vidéo, d'ailleurs, de Roselyne Bachelot, qui était interviewée lors d'une émission où elle faisait face à Pascal Obispo, il y avait d'autres personnes, et elle expliquait, Roselyne Bachelot, que quand elle avait été, donc à l'époque H1N1, qu'elle avait été ministre de la Santé, elle s'attendait à ce que quelqu'un vienne lui dire quel était son rôle,
possible. Et puis, elle disait lors de cette interview que à la fin, elle était plus ministre, elle n'avait jamais identifié les conseillers occultes, ceux qui comptent vraiment. On vous dit des choses, mais on ne sait pas trop si vous vous adressez à la bonne personne. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir, quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent. Vous pouvez être plusieurs années dans la machine en passant à côté de gens qui ont le réel pouvoir de décision et sans les avoir détectés. On doit comprendre ce que ça veut dire ça. C'est-à-dire que l'élection telle qu'elle est articulée aujourd'hui ne nous permet pas de dialoguer, puisqu'on a des élus qui sont conseillés par on ne sait qui, où on a à peu près une idée, en tout cas le parquet financier a à peu près une idée de qui conseille, et en fin de compte, notre société, donc à la faute à qui, pour répondre à cette question, ne crée pas de projet commun. Comme je l'ai dit juste avant, si la France est en silo, avec des silos communautaires, des silos, des microcosmes entre personnes qui ont les moyens, entre personnes qui n'ont pas les moyens, entre ceux qui revendiquent qu'il faut faire la révolution, et puis d'autres qui disent non mais il faut tout garder. Enfin, c'est que des silos qui ne communiquent pas entre eux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France est en prise avec la géopolitique. La géopolitique, c'est donc notre position dans le concert des nations. On voit bien qu'en ce moment, en Afrique, ça bouge. On voit bien que du côté de l'Est, ça bouge aussi. Et la France, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, ne va pas faire l'économie de ces bouleversements. C'est-à-dire que nous qui dépendons énormément de gaz, de pétrole, que nous importons à 99%, 100% de nos centrales nucléaires fonctionnent avec de l'uranium importé. À partir du moment où ça bouge aussi, c'est-à-dire que nos approvisionnements peuvent changer, donc nos habitudes peuvent changer. Quand je dis qu'on est au bord d'un effondrement, si la France n'a pas de projet commun, de projet de résilience commune, si les gens ne se parlent pas, au bout d'un moment, on va être privé de nos habitudes. Donc, on voit ce que c'est quand il y a un désordre social. On voit tout de suite que ça crée des émeutes, que les maires sont pris à partie, et pas que seulement, c'est pas les seuls élus qui sont pris à partie. Mais quand tout commence à se casser la figure, qu'il n'y a plus de cohésion sociale et que personne ne sait parler, en plus de ce qui se passe au niveau de nos approvisionnements énergétiques, on peut arriver très vite à un chaos. Alors il faut savoir que le chaos, ça peut être contrôlé ou incontrôlable. Il y a certaines littératures qui expliquent ce qu'est le chaos contrôlé, mais là, au regard des problèmes géopolitiques que nous rencontrons, on va plus vers un chaos incontrôlé, ou alors, peut-être, et là c'est être optimiste, que les gens vont comprendre l'intérêt de faire société ensemble. Certains de mes confrères disent, à propos des émeutes, il y en a eu d'autres depuis ces 10, 15, 20 dernières années, il y en aura d'autres, et puis finalement, les gens rentrent chez eux. Qu'est-ce que vous dites à ça? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce type de déni, on le retrouve dans plein de catégories socio-professionnelles. Et au-delà de ça, c'est notre physiologie elle-même qui nous pousse à ce déni. On est trop confortable dans notre société où on a des transports, où on a l'alimentation en abondance, pour anticiper des crises, même si ces crises nous appellent à la vigilance. On a trop de confort. On a trop de confort pour se dire qu'à un moment, tout peut s'arrêter. On a trop de confort pour ça. Et donc, nous, cérébralement, nous sommes câblés pour nous dire, non mais bon, on a eu une alerte, mais vous voyez, ça s'est calmé. Alors que ces alertes sont ultra importantes, c'est-à-dire qu'on doit en tirer les leçons. 2005, prenons les émeutes de 2005, qui étaient d'une intensité où un peu moindre que celle-ci. Moindre que les dernières. Oui, moindre que celle-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, ça touchait encore plus de monde, encore plus de territoires. Et puis, chose jamais vue, on a sorti des services d'élite. Et là, c'est un message très grave que de sortir la BRI, le RAID, le GIGN, pour gérer des émeutes. Ça ne s'était jamais fait, les fonds de moisson. Vous imaginez qu'il y a... RAID, ça veut dire recherche, assistance, intervention, dissuasion. Le D est très important. La dissuasion, c'est parce que le RAID, comme le GIGN, c'est en gros le dernier recours.
vous envoyez le dernier recours pour gérer une crise sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous imaginez le signal donné? C'est-à-dire que, ça va être quoi la prochaine émeute? Ils vont envoyer quoi? L'armée? C'est quoi le délire? Donc, il faut vraiment qu'aujourd'hui, on se pose. Maintenant, je vais revenir sur ce déni, ce fameux déni de oui, on a eu une crise, hop, c'est revenu à l'heure normale, donc c'est comme s'il y avait un forfait, en gros. Il y a une crise, puis après, ça revient à la normale. C'est faux, c'est totalement faux. Elles ont de plus en plus d'ampleur, ces crises, et elles disent de plus en plus de choses. Celle de 2005, donc, les deux gamins dont je me rappelle jamais malheureusement les noms, et paix à leur âme, qui sont morts dans les transformateurs. Là. Vous les avez connus, pas les jeunes, mais en tout cas vous avez connu cette période-là puisque vous étiez en poste. Oui, j'ai connu 2005. Oui, c'était non, c'était avant Sarkozy. C'était Chirac encore. Chirac. C'est ça. Bon, donc ça part en émeute parce que il y a une solidarité qui se fait entre les gens des quartiers. Cette solidarité, je l'ai déjà expliqué, elle est nécessaire à la survie des quartiers. Donc dès qu'il y en a un qui est touché, ça part tout de suite ça part tout de suite en brasier. Et puis il ne faut pas oublier que, à la différence d'autres communautés, c'est vrai qu'on dit oui, mais avec les gens d'Afrique du Nord ou d'Afrique, ça ne se passe pas comme avec les Asiatiques. Nous n'avons pas la même histoire. Il faut pour cela prendre la mesure des textes de certains rappeurs, comme Kerry James, qui parle de la lettre à la République, où il explique un peu ce qui est expliqué dans cette culture du rejet, pourquoi il y a cette relation entre l'Afrique et la France, et pourquoi c'est différent, pourquoi nos destins sont liés, voire notre sang est lié, et pourquoi du coup ça a des conséquences culturelles et communautaires différentes qu'avec d'autres communautés. Donc 2005, on est dans cette explosion de violence qui n'avait pas été connue avant, des banlieues flambent, et puis ça va mettre 15 ans pour les élus de proximité, donc les maires, à essayer d'apaiser la chose. Donc vos collègues qui disent oui, on a eu une crise et puis après ça s'est apaisé, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que certes, il y a Sarkozy qui a été allé dire oui, on va tout nettoyer au Karcher. Ça n'a rien nettoyé au Karcher du tout. Cela ne dissuade pas Nicolas Sarkozy. Il fend la foule et part en contact. C'est-à-dire, tu viens le dire. Viens le dire, s'il y a quelque chose à dire. Et le ministre de l'Intérieur persiste et signe. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Par contre, si je prends le cas de Montfermeil, de Xavier Lemoine, qui est le maire de Montfermeil, qui est réélu très souvent, parce qu'il a fait du bon boulot avec son équipe municipale, mais surtout avec le concours des administrés de Montfermeil, ils ont mis 15 ans à apaiser les tensions. Et maintenant, on ne va pas dire que tout est parfait, tout est beau, tout est rose, ça n'existe pas. Mais quoi qu'il en soit, avec un travail de cohésion sociale, de discussion, de recherche d'intérêt général commun, non excluant, à la différence de tout ce qui est fait aujourd'hui, on exclut celui qui braille trop fort, on dit que celui-là il n'est pas bien, que c'est un complotiste, enfin bref, il y a toujours un moyen d'exclure quelqu'un. Là, la différence de ça, de cette politique-là politicienne, la politique dans le sens bien de la cité de la commune de Montfermeil, et ils ont fait que les citoyens se sont mis à discuter, ils ont relevé les populations, ils ont, comme le dit le maire de Montfermeil, il a fallu 15 ans pour redonner de la dignité aux habitants de Montfermeil. Vous voyez la puissance des mots, 15 ans pour redonner de la dignité. Donc vos collègues qui disent une crise et puis non, pas du tout. Au contraire, là on a pour je ne sais pas combien de temps pour réapaiser, pour faire s'étouffer les braises, sans quoi au prochain truc qui va se passer considéré comme une bavure. Quand vous faites une lecture des émeutes qui viennent de se produire, Alexandre Boisson, vous êtes bien au contraire, contrairement à certains de mes confrères journalistes, vous êtes très inquiet quant à l'avenir. Inquiet, c'est un bien grand mot. Je me dis qu'il faut qu'on prenne la mesure du message de cette France qui s'enrage. Et bien avant moi, il y avait une note des préfets, et c'était même avant les Gilets jaunes, qui disait qu'on était dans un climat insurrectionnel.
Alors, quand on a un pays qui repose sur ses fondamentaux énergétiques, c'est déjà une chose à gérer, un climat insurrectionnel. Mais pris dans la machine à laver de la géopolitique et des conflits mondiaux autour de l'énergie, ça devient très inquiétant, ça, effectivement. Alors, moi, je suis un pragmatique, je suis ni un pessimiste, ni un optimiste. Mais je pense qu'il est temps de rétablir le dialogue le plus possible avec les gens des quartiers. Il y a des appels de partout d'habitants des quartiers voulant montrer une autre image de ce qui est véhiculé à travers les grands médias, à travers les clips de rap. C'est-à-dire que les quartiers, c'est pas seulement la délinquance, la violence, les trafics. Il y a d'autres choses à voir. Et des choses qui sont belles. Et donc, des solidarités, des moyens de se débrouiller. Bref, il y a des choses aussi à voir. Et tous ceux qui, malheureusement, je pense à un collectif qui s'appelle All Eyes on Me, H-A-2-L, Eyes comme Eyes, E-Y-E-S, on Me, qui avait essayé de faire un film qui a été retoqué par le CNC, voulant justement montrer autre chose que ce caractère de violence qui s'est une nouvelle fois exprimé lors des émeutes. Ces gens-là, ils appellent la société à venir les voir autrement qu'à travers tout ce qui est stigmatisant. On voit à chaque fois, excusez-moi de le dire comme ça, mais l'immigré de service dans les films, dans les clips, et ça, les gens en ont marre. Ça participe aussi de la frustration de la société. Donc, les gens ne se connaissent pas, et le vrai danger aujourd'hui, c'est que nous avons une France, je me rabâche, mais qui fonctionne en silo. Il faut absolument casser les silos pour qu'on évite d'avoir des émeutes de plus en plus violentes. Nous avons 12 millions d'armes en circulation en France. Encore aujourd'hui, malgré qu'une partie des... Justement, vous savez, il y a les sacro-saints des bunkers, le ministère de la vérité des médias mainstream, donc à grande diffusion, qui ont débunké Mélenchon. Ils ont fait un fact-checking et ils se sont aperçus qu'il n'y en avait pas 11 mais 12. Dont des Kalachnikov, c'est ces fameuses Kalachnikov qu'on a vu sortir sur certaines images pour tirer sur les caméras de surveillance. Il y a des lance-roquettes anti-chars, des RPG-7. Moi, j'ai tiré au RPG-7 sur des véhicules blindés pour voir ce que ça faisait. Vous vous doutez bien que si ça défonce des chars, les voitures blindées, ça défonce des... Il y a des lance-roquettes anti-chars. Oui, qui sont trouvés dans des perquisitions de gendarmes. Donc, nous avons un pays surarmé qui fonctionne en silo. Par contre, quel est le message en creux à retenir de ces émeutes? Calculer le nombre de gens qui sont morts à cause des émeutiers. Calculer le nombre de personnes qui ont été tuées par des émeutiers. Vous avez la réponse? À ma connaissance, il n'y en a pas. Il y en a qui se sont tués eux-mêmes, parce qu'ils sont tombés du toit. C'est pas rigolo, mais voilà. Mais il y a eu des agressions, des violences physiques, on est d'accord. Mais sur toutes les émeutes qu'il y a eu, sur tous les actes de violence, combien il y a eu de morts? Si on avait des fous furieux, vraiment des fous furieux, mais ça aurait été un carnage. Comprenez bien que les Kalachnikov auraient été pas tournés vers le ciel, mais vers la foule. Et voilà. Donc, la réalité, quand on est pragmatique, c'est de se dire que, attention, nous avons des alertes, parce que les crises sont de plus en plus régulières, il y a une vraie frustration dans la société. Il y a des populations qui en ont ras-le-bol de leurs conditions sociales, et comme d'autres, comme les Gilets jaunes, cherchent à être entendues, et entendu et pas seulement entendu, cherche à coopérer pour créer un nouveau projet de société. Soit on envoie donc des jeunes flics sortis d'école encensés pour le fait qu'ils obéissent bien et qu'ils tapent fort, soit on continue sur cette voie-là,
et ça c'est le niveau zéro de la sécurité, parce qu'au bout d'un moment, ça deviendra ingérable, complètement ingérable. C'est-à-dire que ça sera tellement le bordel, avec des armes qui sortent et qui tirent, que là, tout le monde va commencer à se dire non, mais là c'est devenu ingérable, et ça c'est un chaos non contrôlé. Soit on se dit, on se met autour de la table, et on fait un vrai projet de société. Alexandre Boisson, quand on regarde la politique qui est menée en France depuis, allez, on va mettre un curseur, l'époque mitterrandienne, 81, on voit que, quel que soit le gouvernement qui arrive en place, qu'il soit d'ailleurs de gauche ou de droite, les choses vont finalement de pire en pire. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous qui avez été dans les sphères du pouvoir, enfin en tout cas dans les sphères approchantes, comment vous l'expliquez ça ? Alors, je vais faire de la publicité, si vous me le permettez, au livre de Mathieu j'allais dire une bêtise, Marc Andewelde, qui a écrit L'emprise. J'ai félicité Marc Andewelde parce que lui dépeint bien le phénomène d'emprise à très haut niveau. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que qui sont les conseillers ? Qui sont ces conseillers qui conseillent de toujours plus de violence, de mater la population, de faire passer des lois antisociales ? Qui sont ces gens? On veut connaître leur nom. On les connaît ou pas? Non. Oui, le parquet financier finira par les dévoiler, ces noms. Ces personnes qui ont une identité, qui se baladent dans les arcanes du pouvoir, et peu importe le ministère, y compris l'armée, qui devrait être conseillée que par des Français, pour des questions de défense. On passe par des cabinets de conseil. On ne sait même pas s'il n'y a pas un peu d'intelligence avec l'ennemi, parfois, quand on voit certaines décisions, mais c'est un autre volet. Mais c'est catastrophique, ce conseil. Et ça, c'est dû à la structure sociétale, qui est en forme de pyramide. En forme de pyramide où, en fin de compte, plus vous montez dans les hautes sphères, plus vous avez des gens qui gravitent autour du pouvoir. Quand vous avez des toutes petites pyramides, on pense aux petites communes de France. Il faut savoir que il y a plus de 32 000 communes de moins de 5 000 habitants. Et en tout, il y a un peu plus de 35 000 communes en France. Donc il y a très très peu de communes qui sont des grosses communes, d'accord ? Et quand vous allez sur une échelle locale, vous avez 500 habitants, vous ne les trouvez pas, les conseillers, les cabinets de conseil, les fameux cabinets de conseil. Vous avez des élus, pour le coup élus par les élections municipales, mais en prise directe avec le conseil citoyen. Donc c'est à cette échelle-là qu'on peut encore faire quelque chose. Parce que plus vous montez dans les strates, plus vous avez un phénomène d'emprise. C'est-à-dire que comme un président de la République, c'est quand même quelqu'un d'important, vous avez tout intérêt à mettre vos agents qui vont le conseiller dans le sens d'un ordre du monde. Hein, voilà. Vous comprenez ? Alors, vous parliez tout à l'heure du parquet financier. Vous nous avez dit... on les connaîtra, les noms. C'est ça que vous m'avez dit. Bien sûr. Comment ça, on les connaîtra? Vous avez déjà eu des perquisitions chez M. Véran, vous avez déjà eu des perquisitions dans le cadre de la gestion de la crise Covid, mais il n'y a pas que ça, parce que tout est imbriqué. Donc, vous savez, de toutes ces grandes décisions qui nous conduisent vers une destination qui a l'air plutôt établie, d'un ordre mondial établi par des élites transnationales, hein, on va dire, qui n'ont pas vraiment de patrie, ça commence à plus vraiment être une théorie du complot, on voit bien ce qui se passe. Donc quand il y a le parquet financier qui s'intéresse à McKinsey, il faut qu'on connaisse les gens qui travaillent à McKinsey. Dont certains étaient agents de la CIA, ils s'en cachent pas. Donc qui conseille la France? Les Français, les services français ou d'autres? Ça passe par le Conseil. Et il est temps que maintenant on comprenne la balance bénéfice-risque d'être conseillé par des gens qui ne vont pas trop dans l'intérêt général, puisque les gens représentant cet intérêt général, à savoir les Français, il y a des fois sortent et râlent. Vous avez dit dans une interview, Alexandre Boisson, « Je crains la panique des foules face à la catastrophe ». Catastrophe à venir ? Typiquement, ce qui se passe en ce moment avec le Niger, au moment où on se parle, c'est pour moi la deuxième pièce de l'effet domino. Le Mali, c'était déjà hyper important. Le Niger, on commence à sentir qu'il y a une vraie attaque géoéconomique.
les téléspectateurs des médias de masse ont tendance à regarder vers l'Est, et notamment le conflit avec l'Ukraine, mais nous vivons une vraie guerre, nous les Français, nous vivons une vraie guerre géoéconomique depuis l'Afrique. Pourquoi? Parce que la France-Afrique n'a pas cessé. Moi j'étais à l'époque des obsèques de Bongo avec Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Les deux présidents que j'avais protégés, et on se doutait bien que voilà, il y avait quand même des gros intérêts avec le Gabon. Quand on creuse un petit peu le sujet, qu'on regarde certains reportages comme France-Afrique, la raison d'État, qui est un super reportage que je vous invite à regarder, parce que c'est justement, on voit ces obsèques avec les deux présidents. Tout est expliqué sur ce qu'est la France-Afrique. La France-Afrique, c'est-à-dire l'énergie qu'on paye vraiment très peu cher, pour pas dire gratuitement, et dont nous, Français, nous dépendons. Donc pour répondre à cette question, la catastrophe, c'est-à-dire la rupture de nos habitudes, c'est-à-dire, pour bien contextualiser, imaginez que là, le prix de l'essence, c'est 5 € le litre, donc autant vous dire qu'il y a des business models qui éclatent. J'exagère, hein, je caricature au maximum. L'uranium, c'est plus ce qu'on pensait, donc ça commence à dysfonctionner. Donc une nouvelle fois, il y a des choses qui s'arrêtent. Est-ce que ce sont les hôpitaux? On ne sait pas trop. Ou alors le prix est trop cher, et donc il y a plein de gens qui, d'un seul coup, voient leur portefeuille se vider. Mais vraiment se vider. Alors, autant vous dire que les gens qui sont déjà précarisés maintenant, avec une facture d'électricité trop chère, avec un prix de l'essence trop cher, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus aller au travail, ça bousille leurs habitudes. Et puis, par effet systémique, c'est-à-dire que tous les pans de la société sont impactés, toujours en se replaçant dans le contexte, vous commencez à avoir moins de rayons pleins, ou plutôt des rayons de plus en plus vides. Et là, je peux vous dire que là, les gens vont commencer à vraiment prendre la mesure de « Ah, c'est pas comme avant ». Et là, vous avez eu des mouvements sociaux type Gilets jaunes, où c'était des mouvements sociaux revendicatifs, mais non violents. Les Gilets jaunes ont été, à proportion, au ratio de personnes qui étaient sorties dans la rue, ils n'étaient pas violents. Mais quand vous commencez à sentir que vous êtes attaqué dans votre vie quotidienne et qu'il n'y a rien de prévu, absolument rien, il n'y a pas de résilience sur nos 35 000 communes, il n'y a pas de jardin en secours au cas où ça manquerait dans les rayons, il n'y a pas on ne fait pas d'essence puisqu'on l'importe, on ne fait pas de carburant puisqu'on l'importe à 100% de l'étranger, il y a très peu, à 99%, il y a très peu de pétrole en Seine-et-Marne. Bref, nous n'avons pas de résilience. Nous sommes dépendants des importations. Pas que d'Afrique. D'Afrique, on a aussi le Moyen-Orient. Mais comprenez bien que là, en ce moment, le domino, Mali, Niger, les Wagner sont en Centrafrique. Wagner, ce sont les groupes paramilitaires russes. La Libye, il faut surveiller ça de près. Parce que la Libye, celui qui pourrait repacifier les Katibas comme son père, les Katibas, c'est les tribus libyennes, c'est bien Saïf al-Islam Kadhafi. Moi, je le disais depuis longtemps que, de toute façon, les Russes et voire les Chinois ont intérêt à repousser, à remettre au pouvoir celui qui avait été destitué par l'OTAN. Donc, on voit bien qu'il y a un effet domino sur l'Afrique, qui a des conséquences très graves, qui aura des conséquences très graves sur nos habitudes. Et là, cette France en silo n'est pas du tout prête. On voit bien que dès qu'il y a une tension sur une commune, l'élu le plus proche à choper, c'est le maire. C'est le maire. Et il y a eu même, lors de ces dernières émeutes, l'agression de maire, et ça a été quand même assez grave, des émeutiers sont rentrés dans son domicile, ont malmené sa femme, ses enfants, c'est fou que le ministère de l'Intérieur ne fasse pas un plan résilience nationale, mais digne de ce nom. Digne de ce nom, c'est-à-dire que fin de la récré, on remet à jour tous les plans communaux de sauvegarde, on remet à jour tous les documents d'information communaux sur les risques majeurs, et surtout, on invite les populations à faire comme à Montfermeil et à considérer l'intérêt commun et la résilience. Tant qu'il n'y a pas ça, on est vraiment en danger. Un détail par rapport à ce que vous venez de dire, Alexandre Boisson, on s'en prend au maire parce que le chef d'État est inaccessible.
Parce que les politiques sont inaccessibles. Puis c'est pas le réflexe. Quand vous avez des idéaux, quand vous avez des mouvements voilà, où on pense la société, on va penser chef d'État. D'accord ? On va penser ministre, chef d'État. C'est ce qui a animé le mouvement des Gilets jaunes. Quand vous êtes sur des besoins vitaux, vous pensez même plus Macron. Vous pensez, attends, qu'est-ce qu'il a prévu le maire là ? Vous voyez, dès qu'il y a par exemple, je vais prendre un cas concret de gestion de crise sur une commune. Quand il y a un épisode neigeux, ou qu'il y a des congères partout, vous avez 30... Et tout de suite, qu'est-ce qu'on fait ? Et tout de suite, le maire est obligé de gérer la situation. Incendie, pareil. Là, nous allons vers des crises qui n'ont jamais été connues jusqu'à maintenant. Enfin, en tout cas, c'est trop loin dans l'histoire pour qu'on s'en rappelle. C'est-à-dire des crises de l'approvisionnement alimentaire. Vous, moi, notre génération, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Parce qu'on a toujours eu de l'énergie abondante. D'accord ? On a toujours eu cette France-Afrique qui nous garantissait, avec d'autres approvisionnements bien sûr, mais quand même une énergie abondante et pas chère. Au détriment d'autres peuples, on n'est pas là sur des questions morales, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait une reprise en main de ces contrats stratégiques par d'autres puissances, qui font exactement la même chose que nous, les Russes, les Chinois, voire parfois les Américains, les Indiens, qui disent, écoutez, messieurs les chefs d'État africains, venez avec nous, vous serez sûrs d'être payés, à la différence des Français, dont on ne sait pas trop d'ailleurs comment va terminer la France, vu qu'ils ne savent même pas gérer des émeutes. Vous comprenez qu'il y a des messages qui sont en train d'être passés. Pour revenir au déni de vos collègues là, qui disent « Oh, c'est juste une petite crise, c'est revenu », mais ça n'échappe pas à la vitesse de l'information. Ces crises, elles se retrouvent en Russie, sur les télévisions des Russes, mais aussi des Chinois, et qui se disent « Mais voyez bien, regardez, les Français n'arrivent plus à gérer ». C'est des crises à portée internationale, à la vitesse de l'information d'Internet. Donc il faut bien prendre la mesure que l'éveil des consciences de la population mondiale joue aussi dans la balance. Ça a du poids aussi dans la balance. C'est-à-dire que cet éveil des consciences, ça joue aussi sur l'image de la France. On est dans une France qui est de plus en plus isolée et qu'il se risque... Oui, c'est-à-dire que la France a toujours eu, à mon sens, de ce que je connais de l'histoire, et je serais très content de discuter avec des vrais historiens qui en sauraient plus que moi là, sur le sujet. Mais ma perception, c'est que la France a toujours joué un jeu double. C'est-à-dire que la France veut rester indépendante. Il y a un truc ancré chez nous. La France veut rester quand même ce qu'elle est. C'est une puissance. Une puissance se définit par cette capacité à ce que d'autres pays utilisent sa monnaie. On a toujours le franc CFA, l'air de rien. Les Africains ne battent toujours pas monnaie pour beaucoup de pays. Sa culture. Moi, j'ai vécu longtemps à l'étranger et j'ai vu à quel point ce qui est décidé en France a un impact culturel sur d'autres pays. Au-delà de la considération de l'arme nucléaire et tout un tas d'autres choses, la France reste une puissance. Et c'est une puissance qui se veut à la fois alliée dans une alliance, bon alors là celle-ci c'est l'OTAN, pour pouvoir faire face à d'autres visions du monde, d'autres démographies, mais c'est en ça où je dis qu'elle est un jeu double, parce qu'elle est à la fois avec une volonté de rester une France influente, et à la fois contrainte par sa taille. On est un tout petit pays avec 68 millions de Français. On est obligé de faire partie d'alliances. Alors bien souvent, quand on dit ça, on dit « ouais, donc t'es pro-OTAN ». Quand je vous parlais d'isolement tout à l'heure, c'était une France de plus en plus isolée en raison de la politique qu'elle mène. Isolée de plus en plus par rapport à l'Afrique et qui est séduite de plus en plus par les Russes. Isolée par la politique intérieure qui est menée. C'est dans ce sens-là que je vous parlais d'isolement tout à l'heure. On devient inaudible. Et si la France est inaudible, c'est dangereux pour la France elle-même. C'est-à-dire que quand vous avez de plus en plus de présidents étrangers qui ne veulent pas prendre le téléphone, le coup de fil du président français, c'est un très mauvais signe.